Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau format. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation et de préjugés. Je suis Julia Chipard, diététicienne nutritionniste dans le sport et les troubles du comportement alimentaire. Et voici aujourd'hui mon invité qui va m'aider à déceler les préjugés autour de l'alimentation. Présente-toi un petit peu, comme ça. Alors moi c'est Raphaël, même promotion que Julia, diététicien, nutritionniste sportif. Et je vais donc subir ces questions et essayer d'y répondre avec mes compétences et mes connaissances que j'ai acquis en ces 3 années d'études sur la diète. Voilà, du coup l'objectif aujourd'hui c'est un petit peu en fait de débattre autour des préjugés, sachant que nous n'avons pas le même point de vue, que ce soit de l'alimentation ou du sport. Et donc ça va vous permettre de voir plus ou moins différents points de vue autour de ces éléments-là. Alors du coup, première question autour des préjugés. On va parler peut-être d'abord des cheat meals, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis tout oui. Enfin, du coup, toi t'es pour ou plutôt contre les cheat meals ? Alors comme je te l'ai déjà dit, moi je suis plutôt contre l'idée d'avoir un cheat meal. Pour quelle raison ? Alors mes raisons sont simples. Pour moi, le cheat meal ça voudrait dire que on se prive toute la semaine pour pouvoir ensuite se libérer sur un jour. Ouais. Et pouvoir supporter la semaine d'après, etc. ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une sorte de cercle un peu vicieux. Ça voudrait dire qu'on se prive du coup toute la semaine. Et pour moi, on n'est pas censé se priver avec notre alimentation. Ouais, je pense un petit peu la même chose. Pour moi, ça induit en fait des troubles du comportement alimentaire plutôt cachés, qui peuvent se retrouver chez les sportifs plutôt. Bon, la frustration toute la semaine, comme tu expliquais, et qui au final, au long terme, provoque des désorganisations alimentaires par rapport à ça. D'autant plus que je pense que la quantité aussi des aliments consommés, elle est beaucoup plus importante du coup, par ce biais-là. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, c'est sûr. Généralement, c'est plutôt chez les sportifs qu'on va retrouver ça. Est-ce que déjà, t'as déjà fait aussi des cheat meals peut-être ? Pas vraiment, j'en ai jamais fait en voulant en faire. Je veux dire que quand je mangeais mal, je me suis dit, on va dire que c'est compté comme mon cheat meal. Au final, j'en faisais 3 par semaine en fait. Donc, ouais, ça sert à rien. Donc je n'ai jamais vraiment pratiqué officiellement le cheat meal où j'attendais le dimanche soir où une boule de glace s'est craquée ou si un cheat meal c'est vraiment... Enfin, il y a des gens qui pensent cheat meal c'est toute la journée. Ouais. Et il y en a c'est un repas. C'est un repas, ouais. Moi, je sais que je crois que j'ai déjà fait ça à un moment donné, donc c'était le samedi, je crois. J'allais au restaurant une fois par semaine, un truc comme ça, et finalement, ça induisait encore plus de problèmes de frustration et ça n'a aucun sens. Pour moi, le restaurant, c'est pas cheat meal, ça dépend, parce qu'au restaurant, Ouais, tu peux prendre coup, des légumes, des féculents, de la protéine, donc un très bon repas, voire mieux que d'habitude, et c'est pas du tout cheat meal. Ouais, je pense que ça dépend tout à fait comment on voit la perception de manger en fait au restaurant ou du coup à se faire plaisir. Je pense que la notion de plaisir elle est totalement différente dans les deux cas. Pour moi, on n'est pas censé être frustré toute la semaine pour devoir se faire plaisir. Ouais. Je pense qu'il y a déjà assez de complications dans la vie de tous les jours, le travail, le stress, etc., le sommeil, pour en plus se restreindre sur l'alimentation. Donc pour moi, il faut plutôt éduquer à comment manger correctement, pour être en bonne santé et en alliant la bonne santé et le goût et le plaisir alimentaire. Ouais, tout l'aspect sensoriel un peu aussi autour des aliments, je pense, notamment même à la vue du produit ou l'odeur, le goût en bouche. Bon après c'est des choses qui se travaillent de toute façon, mais je pense que c'est quand même assez vital de savoir où sont nos limites dans nos pratiques alimentaires finalement. Peut-être que finalement le cheat meal c'est peut-être pas la bonne solution quand on fait du sport, mais peut-être un petit peu régulièrement toute la semaine. Voilà, c'est plutôt ce que j'envisagerais. Oui, après après tout dépend aussi de la condition de santé de la personne, du côté psychologique, si elle est stable ou pas. Après je sais pas, parce que certains suivent des plans alimentaires. Forcément... Évidemment, il n'y a pas de recette magique, tout ne marche pas avec tout le monde, il faut toujours avoir des petits détails qui changent avec chaque individu qui est propre. Ouais, on est tous les deux d'accord sur ça. Le cheat meal, ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. Ok, alors deuxième question, ce serait plutôt par rapport au jeûne intermittent. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise solution pour la perte de poids ou pour le repos du système digestif ? Est-ce que du coup tu penses que ce serait une bonne idée toi de faire un jeûne intermittent et sous quelles conditions ? Et jeûne intermittent c'est 16 heures de jeûne si on tape sur internet, en tout cas c'est ce qui apparaît en premier. Et toi en tant qu'avis de diète, qu'est-ce que le jeûne intermittent ? Ça te paraît bien comme définition ? Après ça dépend parce que le jeûne ça a plusieurs phases. Normalement on a le jeûne du coup intermittent donc 16 heures. Donc le 16-8 pardon.
Après, il y a le OMAD aussi, donc, où il y a un repas par jour. Donc là, on est sur une fenêtre encore plus courte d'alimentation. Ça fait à peu près 24 heures, quoi. Il y a les plus longs jeûnes, du coup, le jeûne prolongé. Donc là, ça peut être plusieurs jours. Donc j'appelle aux personnes qui font des retraites de jeûne à dire que c'est pas bien. C'est peut-être pas la solution pour perdre du poids. Mais donc il y a ça, effectivement. Mais du coup, 16-8, ouais. Ok, donc à partir du moment où c'est moins de 16 heures, pour toi, c'est pas du jeûne. Bah, selon la définition, en tout cas, c'est 16-8. Jeûne intermittent, c'est 16-8. Pour moi, la définition du jeûne intermittent, c'est plutôt sauter un des 3 repas principaux. Ok. Entre guillemets, prendre avec des petites pincettes. Pour moi, c'est par exemple, ton dernier repas le soir, pour 21h, tu vas te coucher, tu manges pas entre temps. Donc tu as déjà normalement 8 heures plus 2-3 heures avant d'aller te coucher. Ok. Plus tu te réveilles le matin et t'as toujours pas faim. Jusqu'à manger, du coup, soit le petit déjeuner, soit le déjeuner, on s'en fiche, à midi. Et pour moi, ça fait largement un jeûne intermittent. Ça veut dire que tu manges pas pendant 12 heures. Ouais, 12 plus heures. 3, donc ça fait vraiment 15 heures où t'as pas mangé. Que ce soit le petit déjeuner ou le déjeuner, c'est comme vous voulez. Mais pour moi, à partir du moment où tu sautes, entre guillemets, les horaires de repas, et donc tu manges à midi, ensuite tu fais une collation à 16h, et ensuite tu fais encore ton repas à 21h. Donc t'as mangé 3 repas, mais en soit 2 gros et une collation. Pour moi, c'est du jeûne intermittent. Mais du coup, toi tu verrais faire du jeûne intermittent dans quelles conditions pour quelle personne aussi, peut-être? Alors, je suis pas sûr qu'il y ait de personnes type, si ce soit les sportifs ou ceux qui veulent perdre du poids. Donc c'est sûr que ceux qui veulent prendre du poids, je suis pas sûr que ce soit bien réfléchi. Vu que le but, c'est généralement d'augmenter la prise alimentaire, donc sauter des repas. Finalement, c'est ce qu'ils font déjà. Du coup, toi, demain, si quelqu'un te dit je veux faire un jeûne intermittent, pour moi, tu vas l'évaluer comment, si oui ou non c'est une bonne solution pour lui ou pas? Alors déjà, quand les gens pensent que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important, c'est faux. C'est du bullshit. C'est du bullshit. Si vous vous levez à 8h du matin, ou à 6h du matin, ou à 14h, ça dépend vraiment de tout le monde, et que vous n'avez pas faim, vous n'avez pas à manger. D'accord? Donc si vous mangez que quand vous avez faim, c'est-à-dire si vous ne forcez pas à manger parce que c'est le matin, parce qu'il vous faut l'énergie, et que du coup vous mangez que quand vous avez cette sensation de faim, quand vous avez un petit peu mal au ventre par exemple, et qu'il est midi, vous avez fait un jeûne intermittent, vous vous êtes juste écouté, et vous avez fait un jeûne intermittent sans aucun effort. Et dans ce cas-là, oui, pour moi s'écouter c'est la première chose à faire, donc vous faites un jeûne intermittent sans même faire un effort, donc c'est totalement normal et naturel. Donc il n'y a aucun effort dans ce jeûne intermittent. Ceux qui se forcent à se lever ou à ne pas manger le matin, ou à ne pas manger le midi, ou à ne pas manger le soir, n'importe, pour moi c'est pas la bonne solution. Parce que ça va encore restreindre, on va encore être frustré, et du coup il va y avoir encore avoir des craquages, ou ce genre de choses, comme on pourrait appeler ça dans le milieu. Des craquages alimentaires. Des grignotages, ouais. Des grignotages. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça aussi, pour dire que finalement, ne pas s'écouter, donc pas écouter sa faim, quand on a faim le matin par exemple, ça peut provoquer le fait d'avoir une plus grande faim plus tard puisqu'on va la retarder, et donc favoriser l'effet d'émotions négatives et d'envie émotionnelle aussi. De manger assez rapidement, en grosse quantité, ruer sur un buffet par exemple. C'est l'idée qui me vient le premier en tête, et que du coup on va pas respecter ses sensations alimentaires lorsqu'on va avoir une grande faim, ou alors il va y avoir des symptômes particuliers comme des maux de tête, des vertiges, de la confusion mentale, de l'irritabilité ou encore de l'anxiété. Et ça peut être un petit peu un problème aussi, donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Pour l'aspect de santé, moi je dirais que pour les personnes qui veulent juste perdre du poids avec un jeûne intermittent, c'est pas la solution non plus, puisque l'objectif c'est de mettre son corps au repos pour pouvoir être en meilleure santé derrière, avoir une meilleure digestion. Et du coup je leur conseillerais plutôt d'écouter leur faim, du coup et pas passer sur un modèle 16-8, mais plutôt comme Raphaël disait, faire une moitié en expliquant que à partir du moment où on a le creux dans l'estomac, on mange. Puis du coup, après, on peut travailler, bien sûr, avec des spécialistes, ou alors tout seul sur le fait de reconnaître sa satiété ensuite, pour ne pas manger en trop grosse quantité. Alors moi, pour la perte de poids, justement, le fait, c'est pas pour un objectif, moi c'est vraiment un objectif de santé. Si quelqu'un veut perdre du poids et qu'il se force à manger le matin, évidemment, c'est pas logique. Ouais, c'est pas logique. Donc, à partir du moment où tu veux perdre du poids ou juste être en meilleure santé, si tu te forces, c'est pas la bonne solution. Donc, dans tous les cas, que tu veux perdre du poids ou autre, sauf évidemment la prise de masse, c'est autre chose. Là, dans tous les cas, il faudra te forcer à manger. Il faut pas te forcer. Perte de poids, régulation hormonale, régulation de sensations, tout ça, tout ce que tu as cité, le stress, etc. Dans tous les cas, il ne faut pas se forcer. L'alimentation, c'est quand même la base. Un plaisir, ça peut être un plaisir, ça peut être juste un moyen de survie pour certaines personnes, ou un moyen de se réfugier dans le plaisir pour d'autres. Donc vraiment, le plus important, c'est de s'écouter
Et ensuite, on verra sur le travail des quantités, etc. pour tout autre objectif. Voilà, exactement. Et puis pour finir, je dirais aussi que le jeûne intermittent, c'est un peu un régime caché aussi, du coup, si on part de ce principe-là. Puisque c'est un modèle qu'on essaie de suivre à 100%, et donc on induit une règle, et donc on induit un régime par conséquent. Et il faut aussi établir que par exemple, lors d'une pratique sportive, par exemple le jeûne intermittent, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par exemple, si on va faire de la musculation, si on le fait le matin, par exemple, la musculation, ça n'a aucun intérêt dedans, puisqu'on aura une perte de performance. Il y a moins de performance, de la fatigue, beaucoup plus de chances de faire des malaises aussi. Aussi chez les personnes qui sont diabétiques, qui ont une insulinorésistance, le fait de voir plus facilement du coup des hypoglycémies durant ces périodes. Qui est très dangereuse au passage. Tout à fait. Je ne vous le conseille pas. Troisième question, du coup ça va concerner plus par exemple le batch cooking. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que le batch cooking? C'est préparer à l'avance du coup ces repas pour la semaine, c'est bien ça? Et tout du moins les mettre au congélateur et au frigo. Au frigo ou au congélateur, il y en a qui congèlent. Bon, ça arrive. Je sais pas, moi j'ai jamais fait donc... Peut-être. Totalement. Et du coup les utiliser tout au cours de la semaine. Parce que est-ce que tu penses que c'est pour tout le monde? Ou est-ce que toi tu le fais même d'ailleurs? Comme je l'ai dit, si on garde ça au montage, rien n'est pour tout le monde ou rien n'est pour personne. Tout le monde a sa façon de fonctionner qui pourrait marcher sur l'un ou sur l'autre. Moi personnellement, je fais du meal prep. Pourquoi? Parce que ça me fait gagner beaucoup de temps, beaucoup de temps de préparation de cuisine généralement, même de vaisselle au final. Certainement, du coup, je calcule mes ingestas. Tes ingestas. Donc je vais calculer, pas drastiquement, mais je vais calculer un peu ce que je prépare. Du coup, tout est un peu carré, on va dire, organisé pour ça. Je calcule surtout pour être organisé. Et donc, ça sera vraiment plus un garde-fou, entre guillemets, pour moi. Et ça va me faire gagner du temps. Certes, il y en a beaucoup... Ma famille, d'abord, va par exemple trouver ça dégueulasse de bouffer du riz qui a traîné un jour dans le frigo. Moi, ça me pose aucun problème, vraiment, il n'y a aucun problème. Tu le réchauffes ça, soit au micro-ondes, même ça dans une poêle, c'est toujours très bon. Il y en a qui, ça peut durer 3 à 4 jours, il y en a qui ne pourraient pas supporter de manger des restes, peut-être comme toi. Moi, par exemple, rester du poulet au frigo, toi, tu pourrais pas. Moi, c'est pas possible. Moi, il n'y a aucun problème, et je trouve ça un peu... bizarre les gens qui auraient un problème avec ça, parce qu'en soi il y a vraiment pratiquement aucune différence. Après ça dépend qui, bon, pour le coup moi du coup je fais pas le batch cooking et j'arrive pas beaucoup à le faire parce que du coup comme je suis métophobe, j'ai mon trouble alimentaire qui sort de ce côté là du coup, qui m'empêche de pouvoir consommer des aliments au-delà de plus de 2 jours. Donc par rapport à mon aspect psychologique, ça passe pas. D'autant plus qu'en plus de ça, j'habite encore chez mes parents, donc du coup c'est un peu compliqué. Si j'avais envie de faire un batch cooking, ça ne passe pas du tout non plus. Tout à fait. La place dans le frigo. C'est pas possible. Les produits, c'est pas forcément moi qui les choisis non plus. J'habite pas toute seule encore, donc l'organisation, c'est pas encore la mienne, donc c'est un peu plus compliqué. Et les troubles alimentaires font que mon hémétophobie fait que j'ai tout le temps peur d'être malade avec les aliments que je consomme. Même surtout avec de la viande pour le coup. Les féculents, j'ai réussi maintenant à faire comme ça, à manger au bout de 2 jours. Quand même, ça, c'est quelque chose que j'arrive, mais pas la viande pour le coup, ni le poisson, ni les œufs. Ouais, donc tout ce qui va être protéines. Ouais, donc je pense que ça dépend vraiment de la personne, comment elle voit la chose. C'est le côté un peu au feeling aussi, manger un petit peu au feeling les choses, comme je le sens, comme j'ai envie. Parce que je pense qu'il y a des jours où t'as pas envie de manger la chose que t'as préparée en fait, mais tu vas te forcer à la manger alors que finalement, en réalité, t'as pas envie de la manger. Il y a un problème de redondance, on est d'accord. C'est pour ça que dans mon esprit, quand tu fais du batch cooking, donc ça peut te prendre pas mal de temps, ça peut te prendre 2-3 heures pour faire ta préparation. Justement, tu peux te faire plaisir et rajouter plein de saveurs, plein de méthodes de cuisson un peu plus longues ou une préparation beaucoup plus élaborée pour que ça t'ennuie moins quand tu vas justement manger ça. Du coup, ça te permet aussi de pas te poser de questions, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qui reste dans le frigo. Ça dépend vraiment des gens. Vous pouvez faire un moite-moite. Par exemple, moi je prépare pas tous mes meal prep toutes les semaines à l'avance avec les mêmes quantités, les mêmes aliments. C'est non. Des fois j'en fais, des fois j'en fais pas. Quand j'en ai pas, des fois je me dis j'aurais préféré en avoir. Ça sera plus simple, je vais pas me poser de questions. Ça m'arrive aussi de me dire j'ai mon meal prep,
ça me fait un peu chier, il est pas excellent celui-là, ou j'aurais préféré manger autre chose. Il y a aussi un problème de gaspillage qui fait que moi par exemple je me sens obligé de manger, si j'ai préparé mon meal prep, je vais manger mon meal prep. Ouais, après je pense que la question du gaspillage alimentaire, elle peut être vue différemment chez chacun finalement. Peut-être que par exemple ça va s'évaluer sur la portion. Je sais que moi par rapport au gaspillage alimentaire, j'essaye d'évaluer par rapport à ma portion que j'ai envie sur le moment. Et donc du coup je vais manger la portion que j'ai faite, mais elle n'est pas forcément en grosse quantité. Ouais. Du coup je l'évalue pas de la même façon, ou j'essaye de voir comment je peux réutiliser ces aliments-là plus tard autrement, vers un zéro déchet, si on peut appeler ça comme ça. Ou alors récupérer les épluchures et le mettre dans le compost par exemple. Ça c'est les choses que je fais plus. Donc pas du tout du meal prep du coup, ou du batch cooking. Du coup toi t'es en appartement et t'as un compost. Oui, il y a un compost dans la cour juste là. Donc tu stockes où tes déchets? Dans une poubelle à part. Dans une poubelle à part, et ensuite une fois par semaine qui trie déchets. Une fois tous les 2-3 jours. Voilà, c'est ça. Tu descends la poubelle et puis dans l'ombris compost et c'est bon. Parce que justement, quand on fait un meal prep et qu'on va préparer des légumes frais, ou même les fruits, généralement il n'y a pas besoin de les préparer, mais tout ce qui va être légumes frais, les carottes, etc., les concombres, ça fait beaucoup de déchets d'un coup, tout ce qui va être épluchure, et généralement moi ça me fait mal au cœur de les jeter à la poubelle alors que ça pourrait être bien plus bénéfique de les faire en compost. Sauf que moi par exemple, je n'ai pas de compost dans mon immeuble. Pour faire après de l'engrais pour les plantes. Voilà, c'est toujours bénéfique et puis ça fait moins de... Ça coûte pas très cher en plus. Voilà, en plus ça désengorge un peu la poubelle, il y a moins d'odeur, moins néfaste. Il n'y a que des bénéfices en fait à faire ce genre de choses. Je pense que, après c'est une question d'état d'esprit, je pense aussi le batch cooking, que si on a un esprit effectivement très carré ou qu'on n'a pas le temps d'organisation, on a besoin d'organisation dans sa vie, c'est beaucoup plus simple de faire un batch cooking. Si on est une personne comme moi qui effectivement a beaucoup d'organisation mais a des flexibilités et aime bien aller au feeling en tout cas sur le côté alimentaire, non. Ou qui a des troubles alimentaires comme c'est mon cas aussi, non, c'est pas recommandé du tout je pense, et que ça peut que renforcer les problèmes de restriction aussi. Donc c'est vraiment pas pour tout le monde et ça dépend de la praticité de la personne, de sa flexibilité par rapport à l'alimentation, à mon sens. Pour les sportifs, c'est quand même très pratique quand on a surtout une compétition en vue, que là, ça va vraiment être carré, organisé, tout grammé, etc. Donc là, généralement, tout ce qui est compétition, c'est pas dans un point de vue santé. Donc c'est vraiment, on fait pour optimiser le plus possible. D'un point de vue santé, ça dépend vraiment de la personne. Ouais, par exemple, vraiment, c'est à voir, essayez. Si vous y arrivez, si vous trouvez le positif, ou ça vous prend moins de temps, ça vous fait moins de vaisselle, vous n'avez pas besoin de réfléchir pendant des heures, du coup vous mangez à des horaires plus convenables, on va dire, à partir de votre sensation de faim, etc. Continuez. Si finalement vous n'êtes pas forcément organisé et que ça vous prend plus la tête qu'autre chose, changez, c'est pas continuez ce que vous faisiez avant, si ça allait très bien. Il n'y a pas besoin de changer. Non, je pense que ça dépend juste de plein de choses. Après moi, ça m'arrive de le recommander aussi à certains patients pour justement l'organisation du midi par exemple, pour emmener leur plat le midi. Ça c'est des choses qui marchent plutôt bien. Ça m'est déjà arrivé de le faire, qui prévoient quand ils font leurs courses du coup aussi, donc plutôt le week-end, prévoir le dimanche après-midi du coup de faire leur repas. Parce qu'ils ont besoin de ça, ils sont à la demande de ça en tout cas. C'est des personnes qui sont à la demande de ça, qui n'arrivent pas à manger correctement le midi parce que l'organisation n'est pas au top. Et qui ne savent pas ce qu'ils vont manger toute la semaine, donc ils n'arrivent pas à s'organiser, à avoir une alimentation plutôt qualitative, sans pour autant, je précise, avoir des troubles alimentaires. C'est vrai que c'est une question très très large en fait. Voilà, du coup c'est vraiment en fonction de chacun et de sa position en fait face à l'alimentation que ça change le point de vue du batch cooking à mon avis. Alors du coup, quatrième question, c'est pas vraiment une question mais c'est plus une problématique. Est-ce que toi dans tes consultations tu penses que c'est intéressant de mettre des plans alimentaires? Voilà, c'est une grande question parce que la plupart des gens quand ils viennent au cabinet, ils me disent je veux un plan alimentaire, je veux du cadre. D'accord. Et du coup, est-ce que toi t'envisages de faire des plans alimentaires régulièrement avec des personnes que tu suis? Alors je sais que du coup toi c'est mitigé, alors ça dépend des diététiciens ou des pratiquants qui vont le faire, mais avoir ce qu'on va manger avec les quantités sur toute la semaine, donc du lundi au dimanche, du matin au soir. C'est vraiment avoir un truc carré, on sait déjà à peu près ce qu'on va manger. Moi personnellement, oui, je fais des programmes alimentaires, je fais des plans alimentaires, je vends des plans alimentaires spécifiques parce que moi-même j'en utilise et moi-même ça me parle. Ouais, c'est ça qui est très divergent chez nous. Ouais. Du coup, moi pas du tout pour le coup. J'utilise pas souvent les plans alimentaires. Voire pas du tout. Si, je les utilise mais pas dans la même problématique du coup.
Après, je prends en considération le fait aussi que certaines personnes qui n'ont pas de problème de frustration forcément, qui ont des facilités à vouloir s'organiser, à tout cadrer, qui ont une facilité avec ça, qui n'ont pas de troubles alimentaires, sont plus aptes à pouvoir effectivement potentiellement faire un plan alimentaire sous certaines conditions. Sinon, moi, je l'utilise dans un autre cadre pour dire à des patients que, par exemple, c'est pas pour eux, donc je leur fais quand même. Et généralement, après, ils reviennent, ils me disent « Non, mais en fait, ça a pas marché et c'est pas possible à long terme. » Ça paraît évident qu'on puisse faire une autre méthodologie derrière avec ça. En plus, comme ça que je l'utilise. Mais à titre personnel, j'ai déjà fait des plans alimentaires aussi pour moi. Ça n'a pas du tout fonctionné, rien de... Vraiment, c'était plus qu'un échec et c'est encore pire au long terme. Ça ne tient pas, ça engendre de la frustration, de la restriction cognitive du coup. Et au long terme, il y a des craquages alimentaires, des possibles compulsions du coup, aussi alimentaires. Et c'est pas très très sympa. Et pour toi, c'est simple de mettre les choses cadrées, ça te pose aucun problème de peser tes aliments, c'est plutôt naturel pour toi, alors que pour moi, c'est un effort considérable à mettre une règle sur quelque chose. Et plus on va me dire la règle, et plus on va la suivre, et plus on va... C'est vraiment la base du problème. C'est pas pour tout le monde, ça peut engendrer plus de problèmes pour certains ou plus de facilité pour d'autres. Point basta, la question est répondue. Ouais, du coup, pour le coup, moi je suis plus spontanée. Voilà, moi je suis plus... Si j'ai faim, je mange. Si c'est une envie émotionnelle, je vais manger, mais je vais travailler comment je peux manger différemment pendant ces émotions, l'accepter. Et du coup, le fait d'accepter, je mangerai moins en grosse quantité, par exemple. Du coup, je fais quelque chose de très très simple, spontané. J'aime pas d'heure de repas non plus. J'ai pas de grammage, c'est-à-dire que si un jour j'ai plus faim, je mange plus et tant pis. Et c'est comme ça, et pourtant le poids il bouge plus. Évidemment, et toi tu es déjà diététicienne. Mais c'est du travail qui est possible aussi pour les personnes qui ont le même schéma de pensée que moi peut-être. Un suivi alimentaire est bien plus efficace à long terme qu'un plan alimentaire. Je suis totalement d'accord avec toi dessus. Apprendre à manger sur le long terme, donc avec des vrais conseils et des vraies mises en place, c'est bien plus bénéfique que ne pas apprendre à manger et ne suivre bêtement un programme sans comprendre pourquoi. Ça c'est évident. Moi je me fais un programme moi-même, par exemple je suis mon propre programme, parce que vous l'avez peut-être pas remarqué, je suis un peu sportif. Et du coup, j'ai certaines recommandations, ne serait-ce que pour le sport, avoir un certain taux de glucides et un certain taux de protéines, un certain taux de légumes pour rester en bonne santé, lipides, etc. Donc moi, je me fais un programme alimentaire pour savoir si je suis dans mes fourchettes. Si je fais ce qu'il faut pour être en bonne santé, performant et dans l'atteinte de mon objectif. Donc ça m'aide à ce niveau-là, mais je suis pas en train de calculer au gramme près pour rentrer dans la précision ultime, ce que certaines personnes pourraient faire si seulement ils en voulaient un. Moi c'est vraiment pour rester dans mon organisation, pour savoir à peu près où j'en suis, où est-ce que je dois en être. Si j'ai pas mangé ça, je le suis pas aveuglément. Quand je fais un programme, il n'y a pas d'horaire, d'accord, il y a un énorme questionnaire avant pour savoir comment le personnaliser le plus possible pour savoir quel aliment il préfère, quand est-ce que justement est-ce qu'il mange entre les repas, du coup quel repas je peux trouver pour combler des aliments ultra transformés ou ce genre de choses. J'essaie d'être au plus proche et d'être le moins strict possible, de ne pas mettre un certain aliment, plutôt des groupes d'aliments. Par exemple, je vais pas mettre tu manges des pâtes, tu manges du riz. Comme pour moi, je vais mettre tu manges des féculents et voilà les quantités et j'ai des équivalences pour tous les féculents. Par exemple, tu manges pas la même quantité de pommes de terre que de riz. Tu manges pas la même quantité de riz cru que de riz cuit. Mais je pense que effectivement la limite elle se fait sur le fait de vouloir calculer absolument en fait tous tes plats en fait à la calorie près, et ça c'est quelque chose qui est peut-être du coup néfaste à la fin, alors qu'en vrai il faut peut-être voir ça en globalité, d'où le fait de tomber dans l'excès derrière. Ça doit être cette limite là à pas franchir en fait, sauf que pour certains c'est pas infranchissable parce qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Généralement les plans alimentaires sont plutôt associés à une perte de poids. Alors pas forcément en soi. Restrictive. En soi pas forcément pour le coup. Pas forcément, mais moi quand on me parle de plan alimentaire, c'est généralement pour perdre du poids, pour rester fidèle à un certain programme pour qu'on soit sûr de perdre du poids. Alors qu'en soi, on peut prendre du poids justement avec un plan alimentaire. Après, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que, par exemple, pour les sportifs, s'il y a un certain nombre de mois sur lesquels ils doivent réaliser une prise de masse ou quoi, et que psychologiquement, ils n'ont pas d'instabilité, je suis plutôt
en faveur de ça, pour l'objectif Vraiment, c'est sportif très à pratique. l'initial, mais prendre en considération tout ce qui va autour avant, à mon sens. Évidemment. Et aussi rappeler que c'est temporaire, donc du coup le fait de la temporalité, ça pourrait peut-être et aussi limiter le fait de frustration peut-être derrière. Au-delà de plusieurs mois par exemple. Franchement c'est aléatoire, je pense que ça dépend de la personne. En soi je suis en maintien calorique et généralement je mange moins que ce que je suis censé manger. Donc ça me permet surtout de savoir à peu près où j'en suis dans ma journée, ce qui me manque, etc. Ça me permet pas d'avoir un certain objectif, donc en soi je suis un plan alimentaire toute l'année. Oui, puis il y a aussi, je pense, le rapport au corps aussi qui rentre en compte, le rapport à soi peut-être qui fait qu'on va plus ou moins avoir cette flexibilité à adhérer ou pas à la même méthode, de ne pas avoir confiance en soi, de pas forcément la confiance en soi, mais de l'estime pour soi en tout cas, ou de pas s'apprécier physiquement à l'initial, ça complexifie le souci du plan alimentaire. Parce qu'il y a un rapport émotionnel quand même avec l'estime de soi. D'accord, mais si c'est un programme alimentaire qui lui permet de manger ce qu'elle veut, quand elle veut, moi qui n'ai pas de trouble du comportement alimentaire, si on a un programme, même aussi flexible soit-il, et qu'on ne le reste pas une journée ou plus, ça crée forcément de la culpabilité si tu veux, où on se dit, bon là c'était pas ouf, la prochaine fois ce sera mieux, ou ah j'ai pas mangé mes légumes, du coup c'est pas bien. Il y a un peu tout, c'est pour ça que l'éducation, c'est quand même la priorité. C'est vrai que pour certaines personnes, ça va plus poser de problèmes qu'autre chose, même si on n'a pas forcément de troubles alimentaires ou pas. Ouais, je pense qu'à mon avis, il y a le 3/4, ça leur convient pas. Le 3/4 Ouais, un peu moins du 3/4, mais à peu près. Moi, je pense que ça peut être utile à tout le monde, mais ça dépend de comment on l'utilise. Ça dépend à quelle priorité on met le plan en fonction de ses goûts, de ses choix et de ses envies. Ça dépend si on le met avant toute chose et qu'on doit suivre forcément le plan, évidemment, ça sera pas... Ça va être un échec, généralement, la plupart des régimes au-delà de 5 ans où on a repris le poids. Si ça permet par contre d'avoir une base, voilà, pour moi, et ensuite tu fais à ta sauce. Ça c'est plus intéressant parce que tu laisses une liberté à la personne qu'elle n'aurait peut-être pas dans un truc plus strict avec de la viande, par exemple on lui dit volaille, haricots verts, féculents, enfin pâtes du coup. Ouais voilà, très strict. Et qui se perdure tous les jours et il y a peu de diversité alimentaire finalement dedans en plus. Donc mauvais pour la santé. En plus de ça, du coup, il n'y a pas cette liberté, ce libre arbitre qui permet à la personne de choisir de elle-même ce qu'elle souhaite manger dans son assiette, finalement. C'est pour ça que moi qui fais des programmes, ne les fais pas comme ça. Bah, moi, je les fais pas comme ça. Toi, tu ne fais pas de programme, pratiquement. Si, j'en fais. Mais tu es plus contre que moi. Tu vois plus de parce que je fais pas ça là-dessus. chez tout le monde. D'accord, voilà. d'accord. Moi qui vois plus de positivité, les fais pas strict. C'est sûr que ça, c'est... Sauf pour vraiment ceux qui font de la compétition à très haut niveau et qui ont besoin d'avoir un objectif physique ou sportif, ça c'est autre chose. Ils sont pris en charge, encadrés par toute une équipe. Tout ce qui va être par exemple pour les acteurs aussi qui doivent faire une transformation physique, faut pas se comparer à ça. C'est évidemment eux que c'est très carré, mais c'est leur métier, ils sont payés pour suivre un programme alimentaire. Donc là évidemment qu'il y a peut-être plus de motivation pour certains dans ce genre de prise en charge. Ça veut pas dire qu'ils sont bien, ils sont heureux dans leur vie non plus. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça veut dire qu'ils sont forcés. C'est ça qui définit s'ils sont heureux finalement. Vous pouvez voir l'évolution de Christian Bale dans ses films. Je sais que pour perdre du poids, il a suivi un plan alimentaire où il ne mangeait que des aliments du coup liquides. Tout était mixé. Et il était... C'était un squelette. C'était un squelette, donc c'était pour un rôle. Ouais, bah oui, du coup c'est Batman, repris la masse. Et c'est que des plans alimentaires, évidemment. Et dans aucun des deux cas, il était heureux, certainement. Dans non, bah, il faut qu'après ce soit pris en charge, quoi, pour pas que ça dérive plus loin, en fait. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à nous évoquer aussi vos avis par rapport aux sujets qui ont été évoqués dans la vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à faire un tour sur nos Instagram. Vous trouvez également du coup nos sites internet. Pas du tout. Pas de site. Pas de site. Pas du tout, j'ai pas de site internet. Bon bah tout cas le mien, vous pouvez le trouver dans le bio du coup de mon Instagram. Si vous souhaitez prendre rendez-vous. Si vous voulez poser des questions aussi sur ce sujet, sur Instagram, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un DM, je répondrai. Et puis on vous envoie plein de love.